Le président Romuald Kossi Wadayi a annoncé plusieurs mesures à caractère social, touchant notamment l'éducation, la santé, la protection sociale et le pouvoir d'achat. Dans un contexte où les attentes des populations sont fortes, nous recevons aujourd'hui pour vous un économiste pour analyser la portée réelle de ces décisions, leur faisabilité, leur impact sur l'économie béninoise. Casimir Pédion, bonjour. Bonjour Arnaud Amousso, bonjour chers internautes. Quel regard global portez-vous sur les premières décisions sociales du président Romuald Wadayi? Merci pour la pertinence de la question. Quel regard nous portons? Il faut déjà dire qu'en tant que journaliste spécialiste des questions économiques, ayant suivi ces 15 dernières années l'évolution de la vie sociopolitique en République du Bénin, on se doit de déjà, non pas féliciter, mais de dire que la gouvernance donc, de Romuald Wadayi a réellement commencé sur le château de Roux parce que figurez-vous qu'il a été investi le 24 et déjà le 24 mai 2026 et déjà le 3 juin de la même année, Romuald Wadayi et son gouvernement ont annoncé des mesures qui prennent en même temps effet. C'est ça la pertinence parce que on a vu par ici beaucoup de gouvernements, beaucoup donc de systèmes se succéder, mais ici, très souvent, ces messieurs avaient donc l'onction des 100 premiers jours avant véritablement de démarrer quoi que ce soit. Mais dans le cas précis donc de Romuald Wadayi, c'est en l'espace de 10 jours que, une loi de finances rectificative a été donc envoyée à l'Assemblée nationale pour vote. 2, dans cette loi de finances, il y a ce que vous abordez déjà donc, sur ce plateau ce matin, les mesures économiques annoncées par le gouvernement avec effet immédiat, dont quelques mesures dans le secteur donc, sanitaire, dans le secteur éducatif, notamment avec la gratuité de la scolarité accordée à nos jeunes sœurs, à nos jeunes filles, que ce soit au niveau du primaire, que aussi du secondaire, et le secondaire avec désormais le second cycle. Alors, le regard, c'est le regard bienveillant d'un analyste qui démarre donc une analyse avec sa plume en début donc de mandat, qui pourra donc expliquer aux téléspectateurs, aux internautes et à tous les Béninois que effectivement on pouvait donc développer ce pays avec beaucoup de volonté politique. Et surtout lorsque vous confiez le travail à la jeunesse, parce que c'est la première fois en République du Bénin que nous voyons un président jeune élu, et donc qui démarre donc avec beaucoup donc d'énergie, beaucoup donc de volonté de réussite. Donc voilà un peu ce que nous pouvons dire de façon globale sur donc ces premières mesures qu'il faut le dire étaient donc annoncées lors donc de son investiture, lors donc de sa prise de parole pour annoncer son projet de société. Vous avez parlé de célérité de ce président. Cela ne veut pas dire que les anciens, ses prédécesseurs, n'ont quand même pas également pensé à la population. Ils ont pensé à la population, mais c'était le politique qui parlait. Que ce soit Nicéphore Dieudonné Soklo, vous savez, le contexte dans lequel il était venu. C'était carrément une paralysie de l'économie. Donc il fallait d'abord redresser la macro, ramener donc la confiance au niveau des institutions, surtout de Bretton Woods, avec cette fameuse programme d'ajustement structurel. Et donc, la priorité n'était pas la population. Puis, c'était même la population, on voulait sacrifier pour donc rassurer davantage les partenaires techniques et financiers. Il a fait durant 5 ans, il n'a même pas vu le temps passer. Et Kérékou a pris la relève. On a vu un monsieur beaucoup sociable, mais, comme voulez-vous, les vieux démons sont revenus à travers certaines choses. Donc, on n'avait pas le développement escompté. Avec Boni Yahi, l'engagement était là, mais face à l'engagement, face à la volonté donc d'aller vers le développement, d'aller vers la population, il y avait comme un monstre politique qui tirait donc les engagements donc de ce leader politique-là, qui le tirait donc vers le bas. Donc, il a passé tout son temps à gérer des crises politiques, ce qui ne lui a pas permis. Alors, Talon est venu, il a mis donc la barre très haute,
mais c'était aussi pour raffermir donc le climat des affaires, pour donc donner une certaine crédibilité au développement au Bénin. Et tout cela, lorsqu'il a fini ses 10 ans, je crois que Romuald ne peut que venir pour donc davantage rassurer la population. Autrement dit, c'est que l'heure est venue où, je n'aime pas trop cette expression-là, mais l'heure est venue où les Béninois pourront donc manger ce gâteau national. On pourra donc redistribuer donc, les dividendes, on pourra redistribuer les acquis économiques, on pourra donc permettre à la population de vivifier un tout petit peu. Et ici, on a commencé par d'abord nos bouts de chou, les enfants, les filles, d'abord en priorité, mais aussi les personnes en situation sanitaire compliquée à l'hôpital. On a d'abord pensé à eux, certainement en attendant que vous et nous, qui quand même avons un minimum de vie, c'est-à-dire nous sommes au-dessus donc du dollar quotidien, on pourra donc penser, pourquoi pas, à comment nous allons rouler sur l'asphalte, la question donc de subsistance en République du Bénin. Vous avez parlé de bas très haut. Je veux revenir sur le fait que le président Wada fut quand même ministre du président Talon. Est-ce que ces mesures constituent une rupture avec la gouvernance précédente ou elles s'inscrivent dans la continuité? Non, avec Romuald Wada, on est en train de constater, parce que je ne suis pas un génie, je ne peux donc pas deviner ce qui va se passer dans les jours à venir, dans les mois et dans les années à venir. Mais de ce qu'il est en train de dire, de ce qu'il est en train de sortir de sa bouche et de ce que nous sommes en train de voir sur le terrain, on peut donc prendre le risque de dire que nous sommes face donc à une continuité. Vous voyez, envoyer un collectif budgétaire à l'Assemblée nationale, un document qui est élaboré en un an, donc de janvier à décembre, pour les techniciens qui le savent, envoyer cela en 10 jours à l'Assemblée nationale, on ne peut pas être dans la rupture et proposer un texte de loi. Ça veut dire quoi? Pendant que Romuald Wada aspirait à être président de la République, il a déjà mis en branle le système, il a déjà donc actionné au niveau donc de ses cadres. Il savait qui sera ministre de ci et qui sera ministre de ça. Donc, il était donc sûr d'être président. Il était sûr. Bon, vous n'allez pas me dire qu'un candidat qui va au bac est sûr qu'il va échouer. D'accord. Donc, un candidat qui va à une compétition est sûr qu'il va réussir. Voilà, même s'il a mis l'adversaire, il sait que lui, eh bien, la nature fera de lui ce dirigeant. Donc, tout candidat doit être d'abord convaincu de sa propre candidature avant d'aller convaincre donc l'électorat. Donc, Romuald Wada, certainement, en tant que candidat, en tant qu'être humain, était convaincu que Dieu lui donnera, les Béninois lui donneront donc cette chance-là d'être président de la République. Et partant, il avait déjà une mayonnaise qui attendait. Et donc, les messieurs travaillaient pendant que, donc, certainement, il était sur le terrain à convaincre la population. Ce qui a fait qu'en 10 jours seulement, eh bien, nous avons la monture donc, de cette loi des finances dans laquelle nous avons donc extrait les mesures économiques dont nous sommes en train de parler. Donc, il ne faut pas penser que c'est à la va-vite donc que ce projet a été monté. Il ne faut pas penser que le gouvernement qui a été donc exposé, dont la trame a été exposée à l'opinion publique nationale et internationale, c'est ce 24-là, on l'a formé. Non, pas du tout. C'est un travail titanesque qui a été fait en amont. Donc, cela traduit et démontre donc de la suite logique dans la gestion donc des affaires publiques depuis 2000, lointain là-bas, 16. Depuis 2016 si vous voulez, jusqu'à aujourd'hui. Cela explique donc votre question. Il y a forcément une continuité et non une rupture. Si on devait assister donc à une rupture, c'est après donc son investiture qu'on va donc assister à des réunions politiques, à des chapelles qui viendront dire non, c'est celui-ci plutôt que celui-là. Donc vous avez vu, il a été de marbre jusqu'à aujourd'hui. Il a affiché sa volonté, il a présenté son équipe de travail et les choses semblent aller sur les rails comme si véritablement c'était donc un mentor qui lui aurait conseillé. Non, c'est parce que nous sommes toujours dans la continuité. Et on n'aurait pas gagné cette trame-là. Moi, c'est mon analyse et c'est mon point de vue.
béninois peuvent ne pas être d'accord avec moi. On n'aurait pas cette trame-là si c'était quelqu'un d'une autre formation politique, de l'opposition qui venait. On n'aurait donc pas cette rapidité que nous sommes en train de voir dans l'exécution des choses parce que... Mais c'est la même équipe. Parce que ici c'est la même équipe et ils savent ce qu'ils ont fait en tant que ministre d'État, en tant que ministre de la coordination, pas ministre de la coopération, en tant que ministre de l'économie et des finances, il y avait donc une équipe qui travaillait sur ces volets-là et lui, il savait ce qu'il allait proposer de mieux aux Béninois. Donc voilà ce que je peux dire en termes techniques, en termes d'analyse de ce que nous avons vu. Donc il n'y a pas une rupture, même si nous sommes dans un régime rupturien. Nous assistons ici à une continuité donc, dans la rupture et c'est à l'actif de ces messieurs et c'est pour le bien donc, du peuple béninois. Quelles sont donc les retombées attendues des initiatives en faveur de la santé, de l'agriculture, notamment pour les populations vulnérables? Alors, avant la santé et l'agriculture, je vais déjà parler donc de l'éducation. Oui, vous en avez parlé tantôt, c'est pourquoi je vais vous parler déjà de ces retombées-là. Vous avez vu beaucoup donc de la session de juin 2025 du brevet d'études du premier cycle, le BEPC, donc 2025, on a assisté à quelque chose qu'on n'avait pas le passé. Il y avait autant de filles, de jeunes filles candidates que de jeunes garçons, des garçons. C'est-à-dire, on avait un équilibre entre filles et garçons, ce qui n'était pas perçu par ici, excusez-moi, ces 60 dernières années. Ceci dénote du travail qui a commencé quelque part. Je parlais des 2000 lointains. Je ne veux pas donc focaliser le débat sur la gouvernance de Patrice Talon. Je ne veux pas personnaliser le débat. Mais c'est une conjugaison, c'est une symbiose d'actions politiques mais économiques qui donc a donné ce résultat en 2025. Autant donc de jeunes filles que de jeunes garçons. Ceci témoigne de ce que désormais les parents envoient véritablement leurs filles à l'école. Ce n'est pas moi qui le dis, ce n'est pas vous qui le dites. C'est des faits concrets que nous avons vus. Mieux, en 2026, un an plus tard, on a encore retrouvé donc, cette performance-là mieux que ça. Donc, cette année, pour le BPC qui vient donc de s'achever, il y a plus de jeunes filles candidates que de jeunes garçons. C'est une bonne nouvelle. Une très bonne nouvelle. Donc, c'est déjà les mesures à caractère social, dont le volet éducation, qui donc produit déjà ces résultats. Alors, lorsque j'en viens à la santé à nous, les téléspectateurs qui nous suivent, les Béninois qui nous suivent aujourd'hui, dont je pleure la douleur, peuvent témoigner qu'à cause d'une erreur médicale, il a perdu son papa, il a perdu sa maman, il a perdu son beau-frère, il a perdu son époux ou son épouse. Erreur ou refus de soigner. C'est ça qu'on appelle l'erreur médicale. Parce que lorsque le médecin, qui est supposé apporter des soins à un patient, et que ces médicaments sont là, mais pour des raisons donc économiques, pour des raisons monétaires, c'est-à-dire le patient inconscient n'a personne pour venir à son aide et donc on le laisse sur la civière ou bien on le laisse à même le sol aux urgences et qu'il décède, c'est une erreur médicale. C'est le terme technique employé. Sinon, c'est une bêtise médicale. Et donc, lorsque vous arrivez à perdre un être cher comme ça, et ça vous fait mal, et qu'aujourd'hui, on vous dit que le gouvernement se porte garant, donc d'offrir cette possibilité aux médecins d'aller chercher des médicaments à la pharmacie, donc le service des urgences de nos hôpitaux en République du Bénin, iront chercher directement les médicaments à la pharmacie et venir porter d'abord le premier soin, donner vie, garantir donc la vie donc à ces patients qui n'ont pas la chance. Quand on parle de ça, premièrement, les gens pensent donc à la veuve et à l'orphelin, c'est-à-dire aux personnes démunies. Non, il ne s'agit pas des personnes, il ne s'agit pas que des personnes démunies. Il s'agit aussi de vous et moi, journalistes. On peut aller faire un accident, on peut faire un AVC en quittant votre plateau. Pour le stress déjà que cela donne,
on peut faire un AVC et que personne, ni madame, ni vos enfants, ni vos parents ne sont là pour dire que lui, il s'appelle Kasmi Kedjo, lui, il s'appelle Arnaud Amoussou et que j'ai l'argent pour ses soins. On peut donc assister à un décès précoce et prématuré, à un décès douloureux, aucun décès n'est d'ailleurs heureux, mais ce décès est encore plus douloureux douloureuse du moins, douloureux, voilà, lorsque vous avez donc la possibilité de soigner quelqu'un et que pour des raisons vraiment qui énervent, vous n'arrivez pas. Donc désormais, le gouvernement prend donc cet engagement de demander donc au service d'urgence, allez me chercher les médicaments, soignez-les et après, nous allons régler la facture. Alors, quand vous allez le dire aujourd'hui, je crois que c'est des centaines de milliers de Béninois qui vont déjà vous remercier et prier pour votre longévité parce qu'ils en savent quelque chose. Chacun de nous, chaque foyer, chaque ménage aujourd'hui peut vous raconter ce type donc d'exemple-là. Parfois, le Béninois est tellement complaisant que lorsque ces cas-là adviennent, il confie ça à la divine providence. Bon, de toutes les façons, mon papa est déjà décédé. Même si j'assigne le collège médical, je vais gagner quoi? Est-ce que mon papa va me revenir? C'est ça donc la chaleur africaine béninoise. Et donc on n'arrive donc pas à envoyer ce type donc de situation au procès. Sinon normalement c'est des procès en cascade où les médecins vont donc répondre de ces actes-là. Aujourd'hui, le gouvernement dit, je comprends. Et ça devient une politique publique où chaque partenaire va donc travailler sur donc, cette mesure. Et cette mesure est directement applicable. Depuis donc le 3 juin, si quelqu'un est malade, il va à l'hôpital. En tout cas, je dis hôpital, je ne dis pas clinique. Bien sûr. Les hôpitaux donc publics, si quelqu'un est malade, il va. Les premiers soins en urgence. Parce qu'il faut préciser aux internautes que c'est l'urgence. Donc lorsque ce n'est pas urgence, c'est pas l'urgence, ne vous attendez donc pas forcément à cette mesure-là. Donc voilà ce que je peux dire en termes de perspective. Donc amener donc la confiance au sein des populations, la joie lorsque votre partenaire quitte, votre patient quitte donc l'hôpital et regagne la maison et non regagne la morgue, je crois que toute la famille est contente et heureuse. Donc c'est d'abord ça ce que le gouvernement recherche ici. Donc ce n'est pas une mesure donc, de confort pour les Béninois. Alors, lorsqu'on revient sur les autres aspects côté sanitaire, forcément, c'est que c'est des mesures qui vont accompagner beaucoup de Béninois. Et ces mesures ne sont pas adaptables seulement aux populations donc de Cotonou, de Parakou, de Djougou. Non, c'est sur l'ensemble du territoire, du nord au sud. Alors, lorsqu'on en vient à la question de l'agriculture, vous savez, lorsque je suis bien portant, il faut que je mange. Aujourd'hui, la question de la sécurité alimentaire, c'est une question non négociable. C'est une question donc de souveraineté nationale. Je ne peux pas être béninois, être arrosé par la pluie, disposer donc des terres arables et dire encore que je vais importer les denrées dont j'ai besoin. Donc, prendre cette mesure-là, c'est garantir d'abord la sécurité alimentaire. Au-delà de la sécurité alimentaire, c'est produire davantage pour pouvoir, en tant que donc, pays arrosé par la mer et par Dame Nature, envoyer ces produits-là, le surplus, à des pays comme le Niger, qui sont mal arrosés, qui ont des problèmes donc, climatiques, tout ça. Donc, pour moi, c'est aussi une mesure salvatrice, en ce sens que ça permettra aux Béninois de mieux se porter. Et je continue par le dire, ce n'est pas des mesures de confort. Manger 3 repas par jour, ce n'est pas qu'on est riche, c'est qu'on est au moins un Béninois au niveau donc, standard. Donc, prendre des dispositions pour que la campagne agricole puisse mieux se passer en République du Bénin, pour moi, c'est des mesures salvatrices que nous, analystes et spécialistes des questions économiques, nous allons surveiller de très près. Vous en parlez si bien, les mesures sociales, mais comment l'État peut-il financer ces nouvelles mesures sans fragiliser l'équilibre budgétaire? Merci beaucoup. Très belle question, Arnaud Amoussou. Vous savez, l'État, ce n'est pas un individu comme vous et moi où madame demande donc un peu d'augmentation à la popote, et puis bon, ça jacasse, ou bien on donne, ou bien elle prend cette disposition. Non, l'État, c'est une question de planification, de prospection, mais aussi de programmation. Alors, le gouvernement, à travers donc, la loi des finances rectificatives,
Parce que, vous l'avez dit, Patrice Talon a un mandat temporaire, 10 ans, il a fini. Wada aussi a un mandat temporaire. Mais entre Patrice Talon et Wada, ce n'est pas pareil. Alors, le budget de Patrice Talon n'est pas forcément compatible à la volonté politique de Romeo Wardani. Pas conséquent. Est-ce que c'est ceci qui a expliqué l'augmentation du budget de 8%? Justement, parce que vous avez vu, nous avons aujourd'hui 4 départements ministériels au niveau de l'économie et des finances. Bien sûr. Et donc, il faut répartir le budget, non seulement de fonctionnement, mais d'investissement. Nous avons aujourd'hui 2 départements qui s'occupent de l'agriculture. Il faut également répartir le budget en fonction de ça. Et mieux, la priorité aujourd'hui, c'est beaucoup plus les investissements que les dépenses. Donc, le gouvernement a réduit tout ça dans un collectif budgétaire qu'on a envoyé à l'Assemblée nationale. Mieux, il y a ce qu'on appelle au sein de l'exécutif, au sein donc des cadres du ministère de l'économie et des finances, ce qu'on appelle le budget pluriannuel. C'est un budget qui s'étend très souvent sur 2 ans ou sur 3 années, qui définit donc les priorités sur 3 années. Dans ce budget rédigé donc et envoyé à l'Assemblée nationale pour donc la période 2026-2028, le gouvernement a justement anticipé sur votre question et a déjà mis sur pied les bases nécessaires pouvant permettre donc de ne pas avoir à faire aux politiques à l'Assemblée nationale pour dire « Ah, monsieur, vous n'avez pas dit ceci et vous l'avez exécuté. » C'était pas prévu. C'était pas prévu, mais vous l'avez fait. Ceci n'était pas prévu, vous l'avez fait. Alors, si aujourd'hui, dans le collectif budgétaire qui n'est pas encore voté, le gouvernement met déjà en application, à travers le décret, la mesure sociale, les députés peuvent leur demander « Mais le budget n'est pas voté, vous l'avez fait. » Le gouvernement pourra répondre pour dire « Oui, nous ne l'avons pas. Nous ne l'avions pas annoncé, mais dans notre budget pluriannuel 2026-2028, eh bien, c'était dedans. Donc, ça constitue en quelque sorte une source secondaire ou tertiaire au programme national donc, de développement, donc le budget pluriannuel, dans lequel nous donnons donc les priorités. Donc, sur les 3 prochaines années, tout au moins, on n'aura donc pas de problèmes d'exécution, on n'aura donc pas à répondre négativement aux partenaires techniques et financiers sur cette décision que nous venons de prendre. Donc, c'est des mesures désormais que les gouvernants essaient donc de prendre pour donc pérenniser leur politique, leur vision, tout ce qu'ils ont donc disposé. Donc, à moyen terme, le Bénin n'aura pas à répondre aux députés ni à personne. Alors, à long terme, oui, il y a le programme d'action. Le programme d'action. Je ne sais pas comment Romuald va nommer ça, mais Patrice Talon l'a appelé PAG. Patrice Talon l'a appelé PAG. Phase 1 ou phase 2, il a quand même appelé PAG. Alors, est-ce que Romuald Wardani va continuer dans PAG 3, PAG 4? Ça, je ne suis pas dans le secret des dieux. Mais je sais qu'il y aura quelque chose qui va s'appeler programme d'action ou programme national de développement où, à long terme, tout ce que nous allons faire, c'est-à-dire sur les 7 prochaines années, sur les 15 prochaines années, Romuald Wardani va nous dire, ça fera que aucune mesure ne sera annoncée verbalement sans être contenue dans ce document. Rien ne pourra être fait sur le terrain si la loi des finances n'a pas prévu. Rien ne pourra donc être donné aux Béninois si le budget pluriannuel n'est donc voté et mis à la disposition. Donc, tout est légalement constitué et je crois que lorsque vous avez cette symphonie entre les textes de loi et la manière de fonctionner, il ne vous reste qu'à prendre chaque fois le document et dire oui, on a prévu ceci et voilà là où nous en sommes. Oui, nous avons prévu ceci. Donc, ces techniciens, ils savent comment ça se fait. Nous ne sommes que analystes. Nous prêtons notre voix pour expliquer à l'opinion publique nationale et internationale comment est-ce que l'arsenal étatique est en train de fonctionner en République du Bénin. Kazmi Pedro, à nos bons vieux souvenirs de l'école Bayera à Parakou, merci d'être passé. À Kikayo. Tout le plaisir était pour nous. Merci.